L'argent ne fait pas le bonheur. C'est ce qu'ont longtemps cru nos ancêtres, mais ils se trompaient. Nous en avons désormais la preuve irréfutable et concrète. Comment auraient-ils pu le concevoir de toute manière ? Leur système monétaire était imparfait, biaisé et corrompu, tout simplement, façonné pour qu'une poignée de crapules manipule une masse assommée et de fait impuissante. L'argent ne fait pas le bonheur. Nos aïeux répétaient ce credo en permanence, comme pour se voiler la face, et donner un sens à leur vie misérable, leur insignifiante existence d'esclaves en vérité. Les plus pauvres d'entre eux, la grande majorité, naissaient portant sur leurs épaules les dettes que leurs parents leur léguaient bien malgré eux. Certains, moins résignés que d'autres, grandissaient avec l'espoir de réussir à conjurer le sort, tout en se consolant avec notre fameux leitmotiv au moindre de leurs échecs. Ils n'aspiraient en réalité qu'à faire partie de l'autre bord, celui des manipulateurs, et parfois cela fonctionnait, dans de rares cas, ma foi, après bien des sacrifices moraux, inexorablement, bien loin du bonheur en tout cas. Qu'avaient-ils accompli tout au long de leur vie, l'heure du bilan venu ? Avaient-ils réalisé leurs rêves ? Avaient-ils œuvré dans le sens de leurs passions, de leurs inspirations et désirs viscéraux ? Oh, très peu pouvaient s'en targuer. La moindre de leurs actions, calculée, concédée à leur mauvaise conscience, ni vraiment en faveur de leur profit, ni vraiment en faveur de celui du groupe. Ils avaient survécu tant bien que mal, parés pour l'argent, et le seul et unique bénéficiaire de toute cette agitation stérile, était le système imparfait dans lequel tous gesticulaient, brassant de l'air. Mon nom est Jacques Boucher, j'orchestrerai cette opération. L'époque où l'énoncé de mon nom provoqua de vives empoignades et révolus. L'histoire a montré que mon ancêtre œuvrait principalement pour ses propres intérêts, mais qu'il était sincèrement convaincu des bénéfices collatéraux que nos concitoyens allaient tirer de son business. Pas besoin de longs discours, chacun connaît son rôle à la perfection. J'effectuerai un dernier briefing tactique en chemin. Les unités armées du lieutenant Héral ne bronchent pas et m'escortent jusqu'aux copies de la libellule affrétée pour mener à bien l'intervention. Chaque recrue prend place en cabine après avoir placé son arme sous le siège, puis nous nous harnachons tous solidement. La libellule décolle à la verticale dans un vrombissement feutré, puis, après quelques battements d'étalonnage, fuse en direction du sanctuaire de Manhattan. On désigne par C l'ensemble des nombres complexes. Doté d'une loi d'addition et d'une loi de multiplication, cet ensemble a une structure de corps commutatif. Voilà ce que nos ancêtres apprenaient à l'école sans se douter de l'extraordinaire potentiel salvateur que renfermait cette définition mathématique d'apparence somme toute assez éloignée des préoccupations quotidiennes. Les nombres complexes furent découverts au XVIe siècle par les mathématiciens italiens Jérôme Cardan, Raphaël Bombelli et Tartaglia, mais ça n'est qu'en 2011, en plein marasme économique lié à la crise des subprimes, qu'un mathématicien européen, Hubert Dimitrius, eut l'idée d'introduire cette notion algébrique dans nos échanges économiques. Dimitrius écrivit plusieurs ouvrages, dont La monnaie complexe et Le capital imaginaire, pour expliciter ses théories, mais ces livres reçurent un accueil plutôt glacial à leur publication. Les chefs d'État des plus grandes nations, soutenus par leurs experts et conseillers, n'en démordaient pas question de remettre en cause les fondements du capitalisme malgré les retentissants échecs qu'il venait d'essuyer. Dimitrius mourut désavoué par ses pairs. Que tous les hommes se tiennent prêts à intervenir à mon signal. Toutes les unités ont bien reçu mon plan de bataille. Les tireurs d'élite sont sur les toits dans l'attente de mes ordres. Tout le périmètre des docks est bouclé et l'unité du lieutenant Héral n'attend que mon signal pour prendre l'entrepôt d'assaut. Ces enfoirés de rebelles vont payer. On va les liquider comme le prévoit la loi. Lance à ses compagnons sans chaise, un des soldats, pour qui se prennent ces infâmes pirates pour mettre l'équilibre économique mondial en danger avec leur petit troc à la noix. S'il y a bien quelque chose dont mon illustre ancêtre ne pouvait se douter, c'est qu'en menant les pentecôtistes au pouvoir, il signait l'arrêt de mort du capitalisme. Malgré les milliards mis sur la table par les grandes nations, la crise financière ne put être évitée. Elle dégénéra en crise économique globale, et l'alternance démocrate n'y put pas grand-chose. Les ruines des empires succédaient les unes aux autres, et tout s'écroulait par effet domino. Du chaos surgit l'idée que pour garder de sa superbe, l'Amérique devait se montrer conquérante, et tenir tête à la Chine et à l'Inde. C'est dans cette ferveur impérialiste que les missionnaires pentecôtistes, revenus au pouvoir, se firent l'écho d'un ouvrage publié par J.K. Patterson, un des faucons de l'administration de mon aïeul, devenu prédicateur à la fin de son mandat, frappé par une forme d'illumination mystique ou de repentir. J.K. Patterson y affirmait qu'Hubert Dimitrius était un prophète. Le Christ, en acceptant de donner sa vie pour les hommes, a fait bien plus qu'accomplir un acte d'amour et de foi. Avança Patterson lors des multiples colonnes de part, le monde qui firent suite à succès de la parution de son ouvrage Le 11e commandement, le Christ, en mourant sur la croix, trahi pour quelques piécettes par Judas, nous a délivré un puissant message divin sur la façon de mener l'économie de ce monde. Cette parabole est évidente à présent que Dimitrius le Saint a su la dévoiler. Purgeons le capitalisme de ses pendants démoniaques. Moralisons-le, car ne voyez-vous pas que nous essuyons le courroux de Dieu pour ne pas avoir su entendre son commandement révélé par Dimitrius le Saint? La croix était la clé de tout. Ce symbole était en réalité le repère du plan complexe, et le Christ en était l'origine.
nous sortirons tout grandis du dernier déluge de Dieu, car nous suivrons à présent ses lumières sur la façon de conduire le monde et nos transactions. Et c'est par le pouvoir que les croisades contre l'axe du mal avaient conféré aux pentecôtistes, qu'ainsi tous les États ruinés prirent pour modèle le système de Démétrius pour assainir et réguler les rapports de l'argent à l'homme et de l'homme à l'argent. Les conservateurs d'autrefois, sans le sou, voyaient dans le démétricianisme le dernier espoir de rebondir et conserver une once de pouvoir. Démétrius le Saint a dit, l'argent tel que nous le connaissons ne valide une transaction que d'un point de vue individualiste. Il manque une composante essentielle pour réguler l'économie, même si certains modèles ont maladroitement tenté de le prendre en compte. Démétrius le Saint a dit, cette composante essentielle sur laquelle nous avons fait l'impasse, elle impacte sur le groupe de la dite transaction. Effectivement, vous me direz que les taxes et impôts jouent ce rôle correcteur, mais leurs actions conjointes est imparfaite. Démétrius le Saint a dit, la non-taxation des transactions boursières est la plus grande des folies, le plus grand des risques d'emballement que nous faisons courir à l'économie mondiale. Au-delà même d'être purement injuste pour la collectivité, la non-taxation des transferts de capitaux et de tout acte spéculatif est une menace permanente sur la stabilité du système économique mondial. Il manque indéniablement des forces de modération. Toute décision individuelle peut avoir des répercussions incalculables sur le groupe si elle n'est pas bridée. Des taxes d'opposition au mouvement monétaire proportionnelles aux variations des flux doivent de toute urgence être mises en place. Démétrius le Saint a dit, ça n'est pas inhiber l'initiative individuelle que de prendre des assurances quant à l'impact de ces dites initiatives sur le groupe. Démétrius le Saint a dit, l'argent unidimensionnel est une simplification mentale permettant aux manipulateurs de faire main basse sur les efforts d'autrui. Les promoteurs de l'argent unidimensionnel insultent l'individu et le groupe qu'ils confondent lamentablement au meilleur des cas, ou qui tentent de rançonner plus probablement. Démétrius le Saint a dit, les hommes ont tendance à vouloir linéariser le moindre de leurs problèmes, en particulier les problèmes d'argent, au lieu de tenter de comprendre ce qui en surface semble difficile. La raison est pourtant évidente, les tyrans sont les mêmes qui leur enseignent ce qui est difficile et ce qui ne l'est pas, en décidant des standards de connaissance à leur inculquer dès leur plus jeune âge. Démétrius le Saint a dit, les taxes et impôts n'existent uniquement que pour légitimer un pouvoir central, qui n'a pas de raison d'être en réalité. Il est faux de dire que les marchés actuels peuvent se réguler d'eux-mêmes car la monnaie actuelle n'a pas en elle de composante sociale. Ceux qui le proclament souhaitent jouer de la gruge. Pourtant, il suffirait que nous introduisions une monnaie complexe, telle que je la conçois et les marchés pourraient vivre d'eux-mêmes sans nul besoin d'une entité globale régulatrice. À sa place, viendraient se substituer des lois de modération locale, comme il en existe dans tous les mécanismes de la nature. Les marchés fluctueraient toujours bien entendu en fonction de l'offre et de la demande, notamment, mais les deux composantes de la monnaie complexe s'équilibreraient l'une l'autre et le système économique s'en trouverait sécurisé, à l'abri des perturbations entraînant des ruptures catastrophiques. Démétrius le Saint a dit, la rétroaction, c'est un principe universel bien connu en automatisme, et je ne connais que trop les raisons pour lesquelles son application aux mécaniques du capitalisme a longtemps été freinée voire discréditée par de nombreux lobbies obscurantistes, voulant à tout prix que l'économie reste le seul système mathématique à part qui ne puisse être régulé. La rétroaction, c'est un moyen d'optimiser un système en réinjectant dans ce qu'il alimente une partie de ce qu'il produit. Cela permet d'améliorer son rendement. La rétroaction est la panacée de tous nos maux, et ce quel que soit le domaine concerné. Il faut juste un peu de temps, quelques décennies, quelques siècles pour admettre que c'est ce qu'il a de meilleur dans l'intérêt de tout le monde. La taxation de tous les mouvements de capitaux aurait pu permettre au capitalisme de retrouver un second souffle. L'impôt généralisé aurait pu être le cerveau moteur de l'économie. J'aborde une qualité de la rétroaction que je n'avais pas mise en évidence jusqu'alors, son aptitude à encaisser les imprévus. Vous le savez mieux que moi, ces impôts se dissipent par frottement au contact des rouages administratifs. La monnaie complexe est l'unique issue. Démétrius le Saint a dit, des lois de modération régulent la plupart des mécanismes naturels de l'univers. Sans les mécanismes de rétroaction, qui expliquent ces lois de modération, je pense que l'univers n'existerait même plus aujourd'hui. Et puisque la rétroaction stabilise un système en sortie, s'il y a des variations inopinées en entrée, la boucle rétroactive va gérer cet imprévu pour faire une sorte d'étalement dans le temps de ses conséquences. C'est comme une sorte de parachute, une sécurité qui va s'opposer en permanence à toute variation des monotonies du système. C'est par exemple le cas des forces d'Archimède, et de frottement qui vont modérer la chute de corps dans les fluides en s'opposant à leur mouvement ou bien des forces électromagnétiques induites par les variations d'un courant, qui vont générer un courant opposé. La rétroaction c'est une sorte d'ange gardien invisible, qui serait là pour tempérer nos ardeurs. Je trouve qu'il est de bon ton d'en prévoir, dès lors qu'on entre dans le champ de l'expérimentation hasardeuse, un peu comme des principes de précaution qui paradoxalement, on le sait quelque part, viendraient optimaliser l'action que l'on cherche à produire. Démétrius le Saint a dit, et ceux qui tenteraient de détourner à leur profit, le système verrait impitoyablement s'abattre sur eux le courroux mécanique et implacable du système tout entier venant contrecarrer la perturbation excessive qu'ils auraient sottement provoquée.
Dimitrius le Saint a dit, il faudrait que la monnaie ait deux composantes non miscibles pour pouvoir imaginer un système monétaire autorégulé. Il s'agirait donc d'avoir une monnaie complexe au sens mathématique du terme. La première composante, la réelle, serait la valeur que nous lui attribuons actuellement. Sur notre compte en banque, cette valeur correspondrait à nos profits individuels. La seconde composante, l'imaginaire, correspondrait à nos profits collectifs. Toutes nos actions ont une incidence, et pour nous et pour le groupe. Malheureusement, la monnaie actuelle ne traduit pas la seconde incidence. Dimitrius le Saint a dit, un pendant individuel, un pendant collectif. Un pendant capital, un pendant social. Un pendant pour pousser à agir, un pendant pour pousser à réfléchir. L'équité dans la moindre action. Dimitrius le Saint a dit, la monnaie telle que nous l'avons connue jusqu'à présent doit disparaître. Elle doit entièrement devenir numérique pour pouvoir prendre en compte les deux composantes indispensables, dissociées et indissociables de sa valeur. Les pièces et billets, vestiges et fossiles d'un temps à jamais révolu, doivent disparaître. L'argent ne fait pas le bonheur. Depuis que Patterson a sanctifié Dimitrius et institutionnalisé ses préceptes, ça n'est plus du tout, mais alors plus du tout vrai. Les frontières étatiques ont pratiquement disparu, elles restent symboliques et culturelles et s'effacent jour après jour. On juge toujours les gens en fonction de ce qu'ils ont dans leur compte en banque, mais désormais on peut être réellement riche, et imaginairement en faillite, si l'on ne pense qu'à soi en permanence. Mais plus personne n'est assez fou pour faire cela. Le couperet tombe rapidement et la faillite réelle suit mécaniquement dans ce cas extrême. Je suis né dans ce système, alors je le trouve normal. J'ai l'impression qu'il n'y a que des gens souriants autour de moi, qu'il n'y a que des gens désireux d'entreprendre et d'agir pour le bien-être collectif. J'ai l'impression que les combats du passé étaient grotesques, que le capitalisme était Caïn, et que le communisme était Abel. Les différences sociales existent toujours, mais elles sont moins marquées que ce soit à un niveau local ou au niveau planétaire. On vit même plus vieux qu'avant, une conséquence indirecte probablement. La criminalité, l'incivilité sont des formes de révolte archaïque pratiquement éteintes. J'œuvre en tout cas à leur complète éradication. Dimitrius le Saint a dit, il n'y a qu'une seule et unique règle à respecter dans ce système pour qu'il reste viable. Il faut impérativement que les deux composantes de la monnaie soient non miscibles. C'est-à-dire qu'il ne doit y avoir en aucun cas un moyen de convertir l'une en l'autre afin de les troquer, de les échanger. Si cela venait à se produire, s'il existait un stock exchange marqué de la sorte, les manipulateurs, les tyrans et les spéculateurs de tout type, émergeraient de nouveau et la tentative de régulation serait vaine. Ce matin, j'ai été extirpé de mon sommeil par un abréno appel d'urgence. J'ai de suite pris contact avec l'Inquisition qui m'a donné mon ordre de mission. Suspect identifié sur le sanctuaire de Manhattan. Hacker 28 tentant de percer les cryptocodes de son compte en banque, afin de convertir son crédit collectif en crédit individuel. Envoi d'une unité militaire, de 4 tireurs d'élite. L'Inquisition vous charge de superviser l'exécution. Il est cerné et dort encore. On a tenté de lui faire une téléinjection de neurotransmetteurs à effet soporifique, mais l'individu porte sûrement une cagoule isolante. On n'est plus à un détail près, il n'aggrave pas vraiment son cas. Le salopard va morfler. Je vais bientôt donner le top. L'argent fait le bonheur. Toute chose a une valeur à un instant donné. Imaginons un objet quelconque. Plus la demande est forte et plus la valeur que confèrent les vendeurs à l'objet prend de l'importance. Ceux-ci tirent cette valeur vers le haut pour profiter de la transaction. De même, plus l'offre est abondante et plus l'objet que l'on peut très facilement se procurer a tendance à prendre la valeur que les acheteurs veulent bien y consacrer. Au-delà d'une certaine offre, il est si difficile de s'en débarrasser, que l'objet n'a plus aucune valeur. Une foultitude d'interrogations se bousculent dans ma tête. Je ne cerne pas vraiment ce qu'il m'est arrivé hier lors de l'intervention. Je viens de me réveiller dans une solution gélatineuse d'agar nutritif et réparateur, à l'hôpital de l'Inquisition. Apparemment j'ai été sérieusement touché au bras, même si la douleur n'est plus là. Des bribes de souvenirs se succèdent par vagues, et me laissent un arrière-goût étrange. Je suis en quête de réponse, ça je le sens. Une angoisse inhabituelle me taraude. Je n'arrive cependant plus à me rappeler les questions qui me tourmentent. Les enseignements de Dimitrius pour lesquels j'aurais encore donné ma vie il y a quelques heures, m'écœurent tout bonnement à présent. Je ne sais même pas pourquoi. Je les répète à tout va. Ce sont des circonvolutions dans ma tête, peut-être pourrais-je compléter les blancs? Je suis entouré de Dimitriciens convaincus, qui me débectent alors que je les adulais il y a peu. Ils sont une dizaine d'inquisiteurs dans la pièce à attendre que je recouvre mes esprits pour me passer à l'interrogatoire. Peut-être les prières de Dimitrius peuvent-elles m'éclairer? On me les a enseignées à l'école. Elles ont réponse à toute question selon les pères pentecôtistes. Non. Je dois chercher encore. Leurs réponses ne correspondent en rien à mes attentes. Elles sont loin d'être en adéquation avec mes préoccupations refoulées. Aussi que les Dimitriciens gardent leurs réponses, elles ont perdu toute valeur à mes yeux. Maudits soient ces automatismes de la pensée derrière lesquels je me réfugie. Je dois feindre un état semi-comateux, sinon mes collègues vont m'extraire de la cuve d'Agar pour me demander des comptes. Pendant de longs millénaires, nos ancêtres ont voulu croire que les choses appartenaient aux individus. C'était indubitablement nier que nous ne sommes que de passage, que rien ne nous appartient, pas même nos vies insignifiantes.
Tout juste pouvons-nous modestement briguer la position d'utilisateur momentané, de locataire des choses. Ont soudain émergé les doctrines conduisant au communisme, et à la négation absurde de l'idée même d'individu. Dans les systèmes où elles étaient appliquées, tout appartenait au groupe, au collectif, et très vite à personne car assez tôt, il n'y avait plus grand-chose à partager par pénurie. L'individu, unité sociale, moteur principal de l'économie, n'aime pas lorsqu'on nie son existence. Dimitrius nous a rapporté les préceptes divins, la réalité du sacrifice du Christ, il nous a montré la voie, toute chose appartient à des niveaux distincts, et à l'individu et au groupe. Un écho flou et diffus dans mes souvenirs, semble receler en son entre de nouvelles perspectives, des réponses à mes questions. Je sens sa présence en moi mais je n'arrive pas à reconstituer le message éclaté qu'il contient. C'était hier. Ça c'est sûr. Ça s'est passé hier, lors de l'assaut de l'entrepôt sur les dômes du sanctuaire de Manhattan. J'ai donné l'ordre d'investir les lieux et, saloperie de brume mentale dans laquelle s'engouffre le lieutenant Héral, et son unité après avoir fait éventrer la porte arrière à coups de bélier. Je les suis. Je pénètre dans le brouillard à mon tour. J'ai mon pesteur phéromonal à la main. Il est armé. C'est un fait. Autrefois, les bourses permettaient de fixer des valeurs scalaires aux choses, en y faisant se rencontrer les vendeurs et les acheteurs. Depuis la nouvelle ère économique, tout objet, service ou transaction, tout ce qui est appréciable et apprécié, pour pouvoir être troqué ou comparé aux autres choses, est affublé d'une valeur complexe, qui fluctue en fonction de l'évolution des marchés. Désignons par marchandise, tout ce qui peut faire l'objet d'une transaction. Il y a toujours des stock exchange markets, de grandes places monétaires, où l'on fixe le cours de ces marchandises, où l'on confronte l'offre à la demande. Cependant de nos jours, deux types de places boursières complémentaires coexistent. Il y a les stock exchange markets comme ceux de nos aïeux, où les entités détentrices de marchandises tentent de les vendre à d'autres, désireuses de les acheter. Ces places permettent de déterminer la valeur intrinsèque ou individuelle des choses, la partie réelle de leur valeur complexe. Cependant selon les doctrines dimitriciennes, toute chose appartient en permanence, et à l'individu et au groupe. Aussi existe-t-il un second type de place boursière, un lieu où d'autres entités déterminent l'impact des transactions, et de l'existence même de toutes les marchandises sur le groupe au complet. Cela ne se fait aucunement de manière autoritaire. C'est de la confrontation de subjectivité que naît l'objectivité, un concept qui n'existe pas, dans l'absolu mais qui fluctue avec le temps. On trouve en ces lieux d'autres entités, des associations, des lobbies, des syndicats par opposition aux sociétés cotées, acteurs du premier marché. Pour chacune des transactions, ces acteurs requièrent des aides, ou des pénalités car ils jugent qu'elles vont dans le sens ou à l'encontre du groupe. On se retrouve à nouveau dans un contexte d'offre et de demande où la partie imaginaire de la valeur complexe d'une marchandise, sa valeur collective, est définie. Ces groupes d'intérêt et de pression viennent représenter des adhérents, dont le nombre détermine le poids décisionnaire de chaque acteur sur ce marché. Je n'ai pas fait longtemps le coma. Les capteurs de mon activité cérébrale m'ont trahi et de suite mes collègues m'ont extirpé de la cuve pour me cuisiner. On me mène sans prendre le soin de me vêtir, sans retenue aucune, jusqu'à une petite salle aménagée où se déroulera mon interrogatoire. Tout est carrelé, aseptisé, au centre il y a même un siphon pour évacuer le sang des personnes soumises à la question. Mon corps entier est badigeonné de gel d'agar, et je glisse et je tombe sans que j'oppose pourtant la moindre résistance. Pourquoi me traitez-vous comme un traître à l'Inquisition ? Je braille sans qu'aucun de mes collègues n'y prête la moindre attention. Deux d'entre eux me ligotent à une chaise, alors que les autres me menacent de leur pasteur phéromonogrésillant. Ils me délaissent et se placent derrière moi en rang, dès qu'ils sont assurés que je ne peux plus m'échapper. Une silhouette familière pointe alors à l'autre bout de la pièce. J'ai du gel sur le visage, aussi je secoue la tête pour m'en débarrasser. Et dès que la silhouette sort de l'ombre, j'identifie l'archevêque Niel Blitz, grand commissaire au compte de son état. S'il a reçu le doux sobriquet de Torquemada, ça n'est pas le fruit du hasard. Cet homme est l'incarnation même de l'intransigeance aux lois dimitriciennes. Il demande à ses hommes de sortir. Déclinez vos noms, fonctions et matricules, me commande-t-il de sa voix caverneuse. Agent spécial Jacques Bush, vicaire de Brooklyn, inspecteur de l'Inquisition sous la protection de Saint-Gratien. Je réponds agacé, pouvez-vous me dire ce que vous me reprochez ? Je suis alors tétanisé par une violente décharge d'inhibiteurs synaptiques, comme Blitz lève sa main en serrant le poing avec hargne. Lorsqu'il la baisse et que la douleur cesse, il me menace, n'oubliez pas que c'est moi qui mène l'interrogatoire, agent spécial Bush. Il me détache comme je suis sous son emprise puis, il poursuit d'un ton accusateur, vous êtes le seul survivant d'une opération d'élimination de routine ayant eu lieu hier, sur le sanctuaire de Manhattan. Il n'y avait qu'un seul rebelle à appréhender et à supprimer. Vous étiez en surnombre. Comment expliquez-vous une telle déroute ? Faites-moi, sur le champ, un rapport détaillé. Le seul survivant. Le seul survivant. Ces mots résonnent comme une plaie dans le verrou de mon inconscient. Des flashs horribles, des images insoutenables émergent alors de mes souvenirs occultés et je raconte sans réellement m'en rendre compte. Il y a un épais brouillard effectivement dans l'entrée, mais ça n'est pas une brume mentale. Les unités en première ligne ont lancé des fumigènes pour couvrir leur incursion. J'arrive sans peine au cœur de l'entrepôt, un homme l'a aménagé pour y vivre reclus.
des centaines d'ordures s'amoncellent au sol, des tranchées ont été creusées dans ce dépotoir insalubre, et côtoient des ordinateurs en réseau et des moniteurs crachant des milliers de lignes de code, apparemment un calcul en cours mobilisant d'imposantes ressources. Je ne m'y attarde pas plus que ça. L'air est irrespirable. Je progresse difficilement à présent. Tout est sombre hormis les postillons photoniques des écrans, qui éclairent la pièce par saccades. Heureusement, j'ai mes lunettes à visée nocturne. Il n'y a qu'une personne seule, ça n'est pas un guet-apens que nous auraient tendu les rebelles, comme nous en avions émis l'hypothèse. Sanchez tient le suspect en joue, alors qu'Iral s'apprête à lui lire la sentence exécutive. J'entre en contact télépathique avec les tireurs postés sur les toits alentours pour leur annoncer que nous maîtrisons la situation, qu'ils passent en niveau 0. L'homme appréhendé est rachitique. Il se tient dans son plus simple appareil, nu comme un verre, mis à part la cagoule isolante qui recouvre sa tête. Il ne s'attendait pas à notre intervention et dormait profondément. Il lève les mains en l'air mais semble serein, comme s'il ne connaissait pas encore son inévitable sanction. L'endroit est vraiment étrange. Je m'approche d'une des unités à qui j'ordonne d'éclairer les lieux. J'active momentanément le canal télépathique avec toutes les troupes dans l'entrepôt que je préviens, pour qu'elles retirent leurs lunettes, leur évitant ainsi d'être éblouies. Depuis son spot dévoile soudain de nombreux détails, qui rendent les lieux encore plus rebutants. Des monticules d'excréments côtoient les cadavres de rats, et des tapis de vermine grouillante. Enlevez-lui sa putain de cagoule qu'on en finisse. Ordonne Ral, impatient. Sanchez tire un coup sec sur le tissu isolant et vomit dans la foulée. Mais bordel, regardez-moi sa gueule. Tout style dans un nouveau vomissement. Le mutin est en effet défiguré, la moitié droite de son crâne est décalotée, une partie de son cerveau est exposée au grand jour. Il ne peut s'empêcher de se gratter la joue jusqu'au sang. Ce taré s'est fait retirer sa puce citoyenne. Quel travail de boucher. Comment une recrue. Mais pourquoi portait-il alors une cagoule, si nous ne pouvions plus l'atteindre par incursion mentale? Rétorque une seconde. Je fais grésiller mon pasteur phéromonal, alors qu'Iral, soucieux d'en finir rapidement, énonce la sentence au malfaiteur. Par les pouvoirs de grands témoins que nous a conféré l'Inquisition, nous constatons que vous avez commis plusieurs délits passibles de la peine capitale immédiate. Vous violez par 2 fois les lois dimitriciennes. D'une part, vous avez tenté de convertir un capital réel en capital imaginaire, ce qui, comme vous le savez, est un crime impardonnable envers l'économie. D'autre part, en vous affranchissant de votre puce citoyenne, vous désavouez votre baptême, et commettez un blasphème sans nom. Qu'avez-vous acclamé pour votre défense? Point. Un voile sombre impénétrable recouvre alors mes souvenirs. Le grand inquisiteur Blitz fait les 100 pas dans la pièce. Poursuivez, me lance-t-il, d'un ton autoritaire. Je ne me souviens plus. C'est le trou noir. Suis-je obligé de lui avouer? Je souffre de ne pas me souvenir, vous comprenez? Blitz est pris d'un rire hystérique. Il se tourne vers moi, serre soudain les 2 poings alors que son faciès s'obscurcit dès qu'il fronce les sourcils. Vous souffrez, misérable traître? Qu'il m'assène, formulez donc clairement vos pensées et votre ressentir. Les mots ont un sens précis. Il faut les utiliser avec exactitude et minutie. Si vous pensez avoir souffert, vous manquerez sûrement de vocabulaire pour qualifier ce que je vais vous infliger. Une terrible décharge électrique paralyse mes pensées, je fais une attaque épileptique, je tombe et me contorsionne au sol dans une flaque d'agar grumeux. Je pleure abondamment du sang qui s'agglutine, et rigole jusqu'au siphon au milieu de la pièce. La douleur cesse lentement et je me rends compte que le voile sombre est tombé. Le choc électrique a stimulé la résurgence de mes souvenirs. Que te veut ce fou? Je me revois près du mutin défiguré, il me parle. Je suis dans l'entrepôt de Manhattan. Tu vois bien que Blitz veut ta perte. L'Inquisition détourne les préceptes de Dimitrius pour asseoir son pouvoir. Sanchez pointe son pasteur en direction du condamné. Vous avez le droit de garder le silence. Qu'il lui hurle entre deux le cœur. Nous analyserons le contenu de votre cortex à la morgue de toute façon. Le temps de vos aveux viendra. Mais procédons par ordre chronologique. Il vous faut d'abord mourir. Le rebelle se tourne vers Sanchez, fait un léger mouvement de l'index, et le soldat tombe à genoux, saignant abondamment du nez. Bordel de merde. Bugler en dégainant son pasteur phéromonal. Qu'avez-vous fait à ma recrue? Le lieutenant presse la détente et une dizaine d'insectes bourdonnants sortent du canon de l'arme en rafale. Certains atteignent la cible en une fraction de seconde alors que d'autres la frôlent, contournent les 2 recrues postées en renfort derrière elle, battent des ailes et frelonnent, rasent les murs en rang serré, font des manœuvres de contournement d'immondices éparpillés sur leur trajectoire, se replient, rompent l'escadrille de fortune pour prendre de la hauteur avant de venir s'écraser en kamikaze dans le dos du mutin. Le tronc de ce dernier ressemble à présent à une meule de gruyère ensanglantée, mais il ne bronche pas et continue de m'adresser la parole. Vous savez à présent ce qui vous attend. Ils vont vous prendre pour un traître. Ils vont vous torturer. Héral se rue sur l'inconnu pour lui asséner un coup de machette. Les balles vivantes projetées par le pasteur bourdonnent toujours dans les plaies de leur cible et libèrent dans ses veines un cocktail de substances létales et de conservateurs. L'homme se content de plier son index, de dessiner un cercle avec Héral chute, comme Sanchez pris d'une violente hémorragie nasale. Je peux sentir le goût du sang sur ma langue. Le grand commissaire au comte Blitz me serre violemment le front au creux de la paume de sa main droite. Racontez-moi tout, agent Bush.
Il projette ses requêtes dans mes songes, me harcèle pour que j'avoue tout ce que je sais. Il me terrifie en m'injectant de hautes doses de neurotransmetteurs intersynaptiques. Me rassure par alternance en les couplant à des inhibiteurs en quantité savamment calibrée. Mais je ne sais pas au pouvoir de sa pensée. Il a tous les droits d'accès à ma puce citoyenne, mais je ne lui dévoile plus rien, je surfe sur le flot de ses stimulations intempestives pour recouvrir mes souvenirs, et les garder jalousement pour moi. Qu'il actionne autant qu'il le souhaite est l'interrupteur que j'ai dans le crâne. L'Inquisition détourne les préceptes dimitriciens pour légitimer son assise sur les hommes, que je finis par lui hurler. Blitz me file un violent coup de poing. Parle-moi du défiguré. Dis-moi tout au lieu de me balancer des inepties. Me hurle-t-il en modulant le son de sa voix vers les aigus les plus stridents. Mes oreilles se mettent à saigner, comme si mes tympans avaient été irréversiblement atteints. Certains d'entre nous ne sont plus. Certains d'entre nous n'ont peut-être jamais été. Le flot de mon sang s'engouffrant dans mes oreilles, me chuchote les secrets de l'homme au visage drapé. Il me fait face et ne peut s'empêcher de se gratter la joue gauche jusqu'à l'écorcher vive. Il n'y a que des fantômes en ces lieux, vicaire de Brooklyn, inspecteur de l'Inquisition, jeune protégé de Saint-Gratien. Il me parle un langage gestuel, celui des sourds-muets et je le comprends, je l'interprète alors que jamais je ne l'ai appris, que jamais on ne me l'a enseigné. L'individu à moitié trépané pratique d'intrigantes chorégraphies. Les insectes du pasteur qui l'ont percé de part en part, ressortent des cratères creusés par leurs impacts dans un purulent pus jaunâtre et pâteux. L'homme se secoue comme un chien mouillé, et les bestioles quittent improbablement son corps, puis mutant des dizaines de papillons bleus tachetés qui envahissent l'entrepôt. Certains d'entre nous ne sont plus. Certains d'entre nous n'ont peut-être jamais été. Les deux recrues postés derrière le prétendu mutin, restent bouche bée tombent à leur tour sur leurs genoux, le cartilage de leur nez éclate laissant poindre une seule, unique et cauchemardesque narine au milieu de leur visage livide. Certains d'entre nous ne sont plus. Certains d'entre nous n'ont peut-être jamais été. Au moment où l'inconnu relie ses deux index, les bras de chacun des hommes de l'unité d'Héral se désolidarisent du reste de leur corps, tombent au sol où des milliers de nécrophages sortis des immondices, les prennent aussitôt d'assaut et les dévorent avant de disparaître, et ne laisser qu'une flopée d'os à moitié rongés en leur lieu et place. Leur regard est vide, lointain, ils ne semblent pas souffrir. Blitz me secoue les épaules de la façon la plus virulente qui soit. Il a compris que j'étais bien au-dessus de ces petits tours de passe-passe, de suggestion et d'influence à deux balles. Je suis dans la salle d'interrogatoire. Blitz me tient par les épaules. Il me secoue vigoureusement. Il souhaite me faire plier. C'est un fait. Grand inquisiteur Blitz, que j'articule distinctement, vous voulez savoir ce qu'il s'est passé au sanctuaire de Manhattan? Je scrute mon supérieur avec le plus arrogant des regards. Agent Bush, me murmure-t-il, rien n'est écrit. L'homme défiguré. Ne le laissez pas tuer vos malheureux collègues. Vous pouvez encore sauver leurs âmes. Puis il enquille sur plusieurs signes de croix. Je dodeline de la tête. Encore eût-il fallu qu'ils aient une âme un jour. Le grand commissaire au compte me repousse horrifié. Certains d'entre nous ne sont plus. Certains d'entre nous n'ont peut-être jamais été. Je répète plusieurs fois la phrase jusqu'à ce que l'archevêque Blitz ne tombe genou au sol. Le voilà qui implore pitié, alors que son gros tarin se met à saigner abondamment. Je lui arrache sa soutane alors que dans un dernier signe de croix, ses bras se désolidarisent du reste de son corps, et viennent choir sur le carrelage aseptisé de la salle d'interrogatoire. J'ouvre la porte et m'enfuis, alors que des milliers d'insectes sortent du siphon, et se ruent sur les bras de Blitz. Voilà une semaine que j'échappe aux chiens de chasse, que l'Inquisition a envoyé me débusquer. Je me terre. Je déjoue du mieux que je peux leur vigilance mais ça ne pourra pas durer longtemps. Toute la ville sainte de New York est parée de millions d'yeux, de millions de relais qui analysent en permanence le contenu des puces citoyennes de tous les badauds qui arpentent ces trottoirs. J'ai pu me procurer une cagoule isolante au marché noir, mais je finirai par attirer tôt ou tard l'attention de patrouilles d'évangélisateurs. Être l'arrière-petit-fils d'un suppôt du capitalisme ne m'a pas beaucoup aidé, au contraire. Ma famille est éclatée, certains de mes cousins ont même préféré changer de patronyme pour ne pas avoir à essuyer la honte que nous avons reçue pour seul héritage. Je ne dois mon salut qu'à Raspberry, un vieil indique avec lequel j'ai longtemps échangé des tuyaux dans le passé. Il m'a dégoté une pioniteuse dans le Bronx, et me ravitaille tous les jours. Je sais très bien que tôt ou tard, il vendra la mèche à l'Inquisition pour empocher la prime sur ma tête, mais j'ai pu négocier 2 semaines de trêve avec lui au nom de notre ancienne collaboration. Saloperie de constat pathétique, j'ai beau faire le tour de la question des centaines de fois, c'est bien la seule personne à qui je peux accorder ma confiance 2 semaines durant. Voilà qu'arrive le ravitaillement. J'entends Raspberry monter l'escalier pourri de l'hôtel de ses palourdes boiteux, reconnaissable entre mille. Impossible de survivre seul à New York lorsqu'on est fugitif. La moindre petite transaction passe par de l'argent complexe, les billets, les pièces n'existent plus, l'argent fiduciaire n'a plus la cote et personne n'en veut. Aussi tout achat, toute vente passe forcément par un certificat de transaction directement délivré par les puces citoyennes, que nous avons tous dans nos tronches. Elles garantissent l'inviolabilité du système économique dimitricien, mais permettent aussi à l'Inquisition de connaître en permanence la position de toute personne. Aller de moi-même dehors, acheter ne serait-ce qu'un sandwich, serait tout simplement suicidaire.
je serai localisé sur le champ, et pulvérisé par les inquisiteurs avant d'avoir droit à un procès posthume équitable. Jacques, à ce qu'il paraît, l'Inquisition t'a déjà dégoté un remplaçant. Raspberry a une façon de parler un peu rustre remplie de son horrible accent. Tu devineras jamais qu'ils ont parachuté, comme nouveau vicaire de Brooklyn? Peu m'importe. Que je lui réponds alors que je le vois étrangement lorgner vers la porte d'entrée, son visage constellé de gouttelettes de sueur, un connard aux dents longues, probablement, ça n'a jamais manqué de candidats. Ce poste est une manne mais on m'a souvent traîné dans la boue pour me discréditer. T'as mes provisions au fait? Ouais, t'inquiète, j'ai acheté les produits que tu voulais. Sinon pour ta gouverne, sache que ton remplaçant n'est autre que Dark Blitz, le neveu de l'archevêque que t'as zigouillé. Il ne rêve que d'une chose en ce moment, à ce qu'il paraît, te botter le cul jusqu'à ce que mort s'en suive. Il a quand même grave en travers de la glotte que t'es refroidi Torquemada. D'ailleurs perso, je me demande comment t'as fait pour t'échapper de ce nid de guêpes, qu'est l'hôpital de l'Inquisition sans y laisser la moindre plume. Cette fois Raspberry lance un regard de trop, vers la porte alors qu'il retire son long manteau, et je comprends avoir son arrière-train trempé, que soit-il s'est pissé dessus, que soit-il transpire anormalement du derche, mais que dans tous les cas de figure, cette saloperie d'indique m'a livré à l'Inquisition. Des légions d'évangélisateurs cernent le pâté de maison, des tireurs d'élite sont sur les toits, et l'escalier de l'hôtel miteux, qui me sert de plante grouille de vermine dimitricienne armée jusqu'aux dents. Je m'approche de Raspberry et je lui chuchote à l'oreille, les subterfuges dont j'ai dû faire preuve pour m'enfuir de l'hôpital, m'échappent en partie. Je sais que Dark Blitz se trouve à l'autre bout des capteurs sensoriels de l'indique, que les yeux, que les oreilles de ce fumier sont truffés de mouchards télépathiques, que sa puce citoyenne est sur écoute. Tu te souviens du trépané du sanctuaire de Manhattan, dont je t'ai vaguement parlé? Son incantation terrible que ma mémoire avait occultée? Tout se dévoile clairement sur le visage de mon soi-disant complice, c'est très blêmisse, il est horrifié, j'ai la curieuse impression d'être un trésor dans un coffre-fort. En une semaine, la prime sur ma tête a triplé. Je n'étais qu'un bon placement pour Raspberry, tant qu'il me tenait à portée de main, un objet de spéculation, en aucun cas un ami dans le pétrin qu'il fallait planquer. Tu sais quoi, cher et loyal collaborateur, je lui lance ça dans un murmure, eh bien, je viens de me rappeler les grandes lignes de ces paroles magiques. Au loin j'entends les échos de Top en série, la porte de la piaule tremblote, puis est prise de violents spasmes avant de céder sous les coups d'un bélier. Certains d'entre nous ne sont plus. Certains d'entre nous n'ont peut-être jamais été. Un évangélisateur traverse le cadre de la porte, il pointe son pesteur phéromonal grésillant dans ma direction. Mais son regard est déjà vide, son nez est ensanglanté. Tous les assaillants branchés sur le canal télépathique ont pu entendre ma réplique, tous ont été contaminés par sa portée maudite, par son pouvoir inexplicable. Les deux bras de l'évangélisateur se désolidarisent de son front, et je rattrape son arme au vol, alors que le reste de son corps chute lourdement sur le parquet. Raspberry dégaine un fusil qu'il avait planqué dans sa longue veste, mais il n'a pas le temps de s'en servir, il glisse sur les nécrophages qui traversent les lattes du plancher, le coup du pasteur grésillant, que j'ai alpagué au vol par soudain, et j'arrose sa sale gueule de traître d'une pluie d'insectes bourdonnants. Les sacs des commissions que je lui avais commandés se déchirent en impactant le sol, et laissent poindre une dizaine de bombes aérosols qui roulent sur le plancher. Dans le couloir, j'entends des chutes en cascade, les cliquetis de milliers de nécrophages surgissant de nulle part, se ruant sur les cadavres de mes assaillants avant d'en faire un festin. J'ai pu neutraliser une armée entière d'une seule phrase. À quoi bon me planquer? À quoi bon me poser tant de questions? Il me suffit d'aller demander des comptes au lieu. Qu'est-ce que je devrais craindre? Je crache à la gueule de cet enfoiré de Raspberry, qui gît dans un coin de la pièce, à l'agonie, pris de convulsions. Il a un trou viandesque en lieu et place de son visage et dans sa chair mise à nu des dizaines de mouches, patauger des pieds les bouts de sa cervelle qui dégoulinent dans sa trachée. Je vois poindre une petite sphère métallique, qui lui est au milieu du hachis parmentier, qui garnit le sommet de son cou. Je plonge ma main dans la mélasse pour l'extraire et m'en accaparer. C'est sa puce citoyenne, j'en aurai désormais un meilleur usage que lui. D'un pas déterminé, je passe la porte en enjambant les restes des évangélisateurs, mais à peine je pénètre dans le couloir qu'une selve frelonnante et bourdonnante me souhaite la bienvenue. Petit enfoiré, traître à ta religion, je vais t'excommunier de mes propres mains, et t'arracher ta puce citoyenne avec les dents. Dark Blitz ainsi qu'une poignée de ces hommes a mystérieusement échappé au pouvoir de mon incantation. Je viens d'essuyer une grêle de moucherons, qui se sont figés dans ma cuisse droite. Je hurle à la mort en me traînant vers l'intérieur de la planque en laissant derrière moi une mare de sang. Bouche le paria, tu as une plaie démoniaque mais je m'en vais t'exorciser. Tu vas regretter le massacre de l'hôpital de l'Inquisition, l'assassinat du grand commissaire au compte, mon oncle. Le reste des troupes accourent en ma direction, sous les ordres de Darkan, fou de rage. Leurs pas se pressent dans le couloir. Je me jette alors sur une des bombes aérosols, et j'asperge abondamment ma plaie de citronnelle. L'effet est immédiat et mes douleurs prennent fin. Les moucherons meurent avant d'avoir pu me contaminer de leur sécrétion létale. J'attrape tous les aérosols que je peux et j'en embrume la pièce. C'est alors que trois silhouettes se dessinent derrière la fumée insecticide. Je tousse et je vomis au moment où le peloton me mitraille de bourdons et de frelons. Cela semble interminable.
Mais les insectes enivrés par les produits chimiques en suspension dans l'air, sont loin d'atteindre leur cible. Ils me frôlent, me contournent, battent des ailes et frelonnent, rasent les murs en rompus, font des manœuvres de contournement aléatoires, certains s'encastrent sur les murs placés sur leur trajectoire chaotique, d'autres se replient, rompent l'escadrille désordonnée, qu'ils forment pour prendre de la hauteur avant de venir s'écraser en kamikaze dans les corps de l'indique, et de certains des évangélisateurs. J'ai la chance de ne pas croiser la moindre de ces balles vivantes, je rends louange à Saint Gratien pour sa protection tout en me ruant sur le fusil de Raspberry. J'arrose tous ces visiteurs inattendus de vieilles bestos à trajectoire rectiligne, qui ne font pas dans le détail. Je répands leur cervelle dans le couloir, et sans demander mon reste les yeux brûlés par les insecticides, je cours, je dévale les escaliers enroulés boulets et fuis aussi loin que je peux de l'hôtel, de ce merdier infâme, sans même remarquer que je souffre de multiples fractures bénignes. Et le discernement un peu corrompu par les neurotoxiques, je m'engouffre dans la foule dérubondée de la mégalopole. Je sème rapidement les silhouettes qui me poursuivent et je cours, encore plus dans le flot des formes stéréoscopiques, dans leur grondement psychédélique puant. Tous ces gens fous de bonheur me débectent et d'ailleurs je vomis. Et dans mon délire, sous les effets de la drogue insecticide, je me vois gerber des thunes comme une machine à sous. Nos tronches ne sont plus que des saloperies de tirelire. Qu'ils sont heureux tous ces badauds affairés à leur troc et leurs échanges salutaires. Et plus ils consomment et plus ils achètent, et plus l'économie est florissante, et plus ils n'en ont rien à secouer d'être sous le joug de la dictature dimitricienne, car après tout quoi de plus adorable qu'une mère autoritaire, qui vous couve, vous choie et vous torche. À quoi bon toutes ces anciennes libertés, à crouler sous le malheur? Nous ne sommes pas tout faits pour faire face aux responsabilités, qui vont de pair avec la liberté. Nous n'aspirons qu'à l'assistanat, qu'à la vie la moins mouvementée possible, la plus équilibrée et la moins remplie de doutes, et de remises en perspective. Les blessures nous horrifient. Ce qu'il nous faut c'est un nid douillet, que tous ces fous aillent se faire foutre. Je mènerai à terme ma croisade, même si le prix à payer est d'apprendre à retrouver le goût du malheur. En voilà un qui achète un jouet à un marchand itinérant, 10. 7 $ lui sont réclamés. C'est un jouet apparemment monté par les frêles mains de petits enfants en Chine. Il coûte 10 crédits réels, 7 crédits imaginaires, lui sont donc demandés à titre compensatoire pour qu'à terme, le système évolue pour que cela change. L'argent récupéré sera reversé à des associations œuvrant pour que les enfants ne travaillent plus en Chine et la chose changera. En voilà un autre qui achète un paquet de café, 1,4, moins 3 $ lui sont réclamés. C'est un café issu du commerce équitable, qui coûte 1,4 crédits réels, 3 crédits imaginaires, sont versés par le vendeur au consommateur pour le remercier de consommer dans l'intérêt du groupe. Putain de points de fidélité sociaux. En voilà un autre qui bosse dur pour mériter un salaire. Il recevra 1500, moins 200 $ à la fin du mois, parce qu'il n'est qu'un employé de bureau à la con, qu'il œuvre surtout pour sa gueule, et que son boulot n'a qu'une répercussion collective minime, légèrement négative en plus puisqu'elle engendre un peu de pollution. Du coup, il ne gagne pas assez de crédit imaginaire pour s'en sortir dans la vie vue, qu'il en perd même un peu et il a besoin d'avoir un second taf à mi-temps. Autrefois il aurait fait du bénévolat dans une association caritative visant au repeuplement des grizzlies dans les Appalaches. De nos jours, il fait toujours la même chose mais c'est un boulot reconnu à part entière et, puisque c'est la volonté du groupe, le bienfaiteur se voit attribuer un salaire de 0,1700 $ par une cascade de redistribution et d'aides compensatoires, qui feront du bien à son pouvoir d'achat. Notre homme en fin de mois avec ses 1500 $ en poche est un citoyen responsable. En voilà un autre qui gère une petite société de services. Le fait de donner du boulot à d'autres personnes donne le droit à pas mal de thunes imaginaires. 3000 $, voilà ce qu'il a en fin de mois sur sa fiche de paie. Il peut consacrer son temps à faire tourner son affaire, puisqu'en offrant des emplois, il participe déjà au bien-être du groupe. Salopard de Dimitrius. Tes enseignements ceux-ci de pernicieux qui ne peuvent conduire, que consensus de ceux qui autrefois se tiraient la bourre. Et la séparation de l'argent personnel de l'argent collectif en circulation est ton grand coup d'éclat. Le fait qu'on ne puisse les échanger l'un contre l'autre pousse automatiquement les individus à s'investir personnellement dans les affaires sociales sans pouvoir déléguer cela. Qu'ils sont horribles tous et bienheureux. On se croirait au paradis. Mais qu'auront-ils donc fait pour gagner le droit d'y accéder, comblés dans le moindre de leurs désirs dès la naissance par les potentiels de la nouvelle ère économique? Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus de sans-abri, il n'y a plus de misère. Tous unis dans le système parfait, tout œuvrant à la perfection de ce bel monde. Mon Dieu! Mais à quoi donc nous sert cette vie charnelle? Nous ne sommes plus soumis à la tentation. Nous ne sommes plus soumis au péché. Quels que soient nos choix, ils ne peuvent être que les bons, puisque le système les encaisse, et qu'au finish il les convertit en bonnes actions pour le groupe. Comment sauras-tu donc faire la part entre les justes et les damnés le jour du jugement dernier? Sur quelle faute nous condamneras-tu? Sur quel mérite nous placeras-tu à ta droite? Pardonnez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. Des mois se sont écoulés depuis mon escapade, des mois d'introspection mêlés d'incertitude et d'incompréhension. Je me croyais en possession d'une phrase magique, de mots pouvant terrasser tous mes ennemis à leur simple énoncé, mais leur portée est approximative. Raspberry a survécu, Dark Amblitz et certains de ces hommes aussi.
Pourtant ils y ont été exposés. Pourquoi sont-ils immunisés? Pourquoi le suis-je moi-même? J'ai remis à plus tard l'attaque frontale que j'ai envisagée. J'ai attendu, attendu, et attendu encore. Mais je n'en pouvais plus, j'allais étouffer sous le poids des interrogations sans perspective de réponse. De l'air, il me fallait de l'air. Plus d'1 an que je ne me suis pas confessé. Le doute s'est emparé de mon esprit, ma foi est assaillie, ses remparts craquellent. Je suis sur le point de perdre tout espoir, mon père. J'ai pris un risque inconsidéré, je suis sorti de ma tanière. Mais il le fallait, le confinement me rongeait à petit feu, et allait finir par me rendre dingue. Enfin plus d'un que je ne le suis déjà, j'entends. Je fais bref et concis. Je suis sur aux oreilles de mon confident, l'Inquisition détourne les préceptes de Dimitrius à son profit. L'Inquisition n'est pas légitime. Ça n'est pas tant l'isolement de mon être, mais bien plus celui de mes pensées qui a motivé mon geste fou. Il fallait que ça sorte, il fallait que quelqu'un écoute ce que j'avais tant de mal à formaliser en mon esprit. J'ai tout naturellement entrepris d'aller me confesser en haut lieu. Pas de précaution particulière, ça n'est que maintenant, après coup, que je me rends compte de l'inconscience de mon geste. Je suis dans la gueule du loup avec comme seule arme une à peu près incantation, qui ne fonctionne qu'à moitié. Ma phrase ne semble pas avoir décontenancé le prêtre. Il reste stoïque et impassible, et c'est empli de conviction et d'assurance qu'il me martèle, « Mon fils, je vous trouve bien dur envers nos institutions. » Ça n'est qu'à la suite d'une longue maturation, que la démocratie a fini par intégrer un communautarisme sain, le multicommunautarisme. Un système où l'on considère l'individu comme l'intersection unique entre différents groupes d'intérêts, et non comme l'élément négligeable d'une minorité. Un système sans objectif flou promulgué à la va-vite, par des démagogues juste avant les élections et sitôt oublié après, mais bien un système avec la préoccupation quotidienne de répondre aux attentes de tous les sous-ensembles, qui le composent à tout instant, sans imposer quoi que ce soit. Un système sans représentant, de toute manière illégitime, mais bien avec un garant que les règles du jeu seront respectées de tous. Des règles purement économiques, en rien répressives ou tyranniques. Et c'est un abus de langage, que de parler de règles au pluriel. Il n'y en a qu'une en vérité, la non-miscibilité de l'argent individuel et de l'argent collectif, l'impossibilité d'échanger l'un contre l'autre. En quoi blâmez-vous l'Église qui s'attelle à cette tâche difficile, qui sidez-vous coréam? De quel profit parlez-vous? Si le prêtre garde sa contenance, c'est bien parce qu'il n'est pas n'importe quel prêtre, ça n'est pas n'importe quel confessionnal, ça n'est pas n'importe quelle église. Je n'aurais jamais dû attaquer de front. Je suis entre les griffes du plus terrible des Dimitriciens maintenant, le Founding Faté, l'ex-prédicateur J.K. Patterson, promulgué pape après avoir déterré Dimitrius de la fosse commune de l'histoire, après avoir réconcilié le protestantisme et le catholicisme, tous deux en pleine déliquescence, et avoir fait de l'Église la caution de la nouvelle ère économique, la garantie du bonheur de tous. Je suis dans la cathédrale Saint-Patrick, la plus grande des basiliques gothiques des États-Unis depuis sa rénovation. Je suis en plein cœur de Manhattan sur la 5e avenue, à 2 pas du Rockefeller Center, pas très loin de Central Park. Je suis face au leader du nouvel ordre mondial, qui une fois l'an, écoute les confessions d'une dizaine de personnes triées sur le volet, pour bien sûr les absoudre. Je suis une de ces personnes. Enfin j'ai pu me substituer à l'une d'entre elles après avoir reprogrammé la puce de Raspberry, et de nouveau avoir commis un crime. Je ne compte plus les âmes sacrifiées pour mener à terme ma croisade. Pour sûr, j'irai griller en enfer et ma fin n'est plus bien loin. Je suis cerné par toutes les troupes dimitriciennes dans leurs plus beaux apparats, des milliers d'inquisiteurs qui défilent en armant ce beau dimanche ensoleillé de Pâques. Je suis dans un merdier incommensurable, le plus gros merdier qui puisse être. Dark Amblitz parade sur son cheval blanc, arborant ses attributs officiels. Il mène le défilé. Une foule en liesse jette des pétales de fleurs sur son passage et clame son nom. J'aurais pu être à la place de ce type, insouciant et heureux au beau milieu de ceux qui sont, de ceux qui ne sont plus et de ceux qui n'ont jamais été, impassibles et fiers face au glapissement de la populace hystérique. Au lieu de ça, je suis loin du tumulte, loin de la gloire, à conspirer même contre ces personnes qui auraient pu chanter mes louanges. Je leur souhaite du mal. Je leur souhaite le plus terrible des maux. Je leur souhaite le pire des fléaux. Que Saint Gratien me vienne en aide. Les hommes doivent se montrer humbles, ne plus compter sur le système pour expier leurs fautes individuelles. La dictature, c'est aussi priver les hommes de leur libre arbitre, de leur potentiel à faire les bons et les mauvais choix. Ce système doit tomber. Il apporte le bonheur à tous mais normalise le bon et le mauvais. Plus personne n'est responsable du salut de son âme. Patterson tente de deviner les traits de mon visage au travers de la grille qui nous sépare, tout en continuant son sermon. Autrefois l'association était redoutée par l'État. Il y voyait implicitement une forme de parasitage, de concurrence dangereuse, même si le pouvoir disposait bien sûr de lois pour réguler les agissements collectifs, contenir toute forme de rébellion. L'État semblait émaner du groupe qu'il était censé représenter dans sa totalité, alors qu'en réalité une majorité à peine le cautionnait dans ses actions. Les minorités étaient asservies, leur voix étouffée par celle d'une majorité abstraite purement statistique, et en réalité inexistante. De plus, la frontière entre l'exécutif et le législatif a toujours resté bien mince. Les mêmes têtes, les mêmes politiciens véreux s'amusant allègrement à franchir la ligne blanche.
des ponts de connivence entre les promulgateurs de lois et ses applicateurs, la corruption, les trafics d'influence et abus de pouvoir en tout genre. Aujourd'hui l'État n'est plus, et toutes ces immondices non plus. Que nous reprochez-vous de détourner ? Dimitrius a souligné dans ses préceptes à quel point un pouvoir central était illégitime. L'Inquisition se substitue à ce pouvoir central. Je hurle empli de colère et les grilles du confessionnal tremblent, et Patterson m'identifie au timbre de ma voix. Je vous reconnais, vous êtes ce vicaire enfui dont tout le monde parle en ce moment. Qu'il me concède, vous êtes Jeb Bush, l'arrière-petit-fils de celui par qui tout a commencé. Laissez-moi rire. La vie est parfois d'une ironie implacable. Je le coupe avec insistance mais son calme m'horrifie. J'ai traîné dans les bas-fonds de New York, et pactisé avec les hackers qui s'automutilent, se charcutent la tronche pour briser les cryptocodes fichés dans leur puce citoyenne. Ils font cela par pur intérêt, pour détourner de l'argent mais j'ai pu monnayer un autre usage de leur savoir. Grâce à la prime qu'un indique avait reçue pour me trahir, j'ai obtenu une nouvelle identité et un nouveau visage. Ceux d'un des malheureux tirés au sort pour être confessés en ce jour saint par vous-même, celle d'un des malheureux sur qui le sort s'est acharné de nouveau puisque j'ai dû l'abattre froidement. J'ai tout perdu, et ma vie et mon âme, pour livrer mon combat. Mais je compte bien le mener à terme. Je déchire alors ma chemise laissant poindre un scarabée géant ligoté sur mon torse. L'insecte se débat et gigote pour se défaire des liens, mais il est solidement harnaché. Fou de rage je me lance, une dénombrable contribution de la génétique à l'industrie de l'armement. Vous reconnaissez la bête ? C'est un scarabée bombe ceinture planqué sous la surcouche d'adipocytes, qui me donnait cette belle allure bedonnante. Indétectable par tous les capteurs que la sécurité s'est employée à tester sur ma personne 100% organique, 200% mortelle. Un simple claquement de mes doigts, et je libère dans son organisme une hormone qui provoque une ovulation exponentielle, ainsi qu'une auto-fertilisation. Des milliers de petits scarabées seront expulsés de l'insecte, le déchirant de part en part avant d'aller se ficher avec précision sur tout ce qu'il y a de vivant sur une centaine de mètres. Ils sont programmés pour avoir cet instinct. Comme cet hilarant, l'arrière-petit-fils Bush, un terroriste. Commente à peine Patterson. Agacé, je rétorque. Ne prenez pas la chose à la légère, et sortez de ce confessionnal. Nous allons nous diriger tous les deux, vers les micros télépathiques où vous ferez votre allocution Urbi-Orbi. Votre message irradiera la totalité des habitants de cette planète par le biais de leur puce citoyenne. Je pourrais par ce même moyen faire ma propre déclaration. Une inextricable requête du pape provoque alors en moi une chute d'adrénaline. Pourquoi croyez-vous que votre ancêtre a envahi l'Irak ? Des sueurs froides s'ensuivent. Énervé, je tente de recentrer le propos, reprendre les rênes à celui qui me les a arrachées des mains. La situation ne doit pas m'échapper, ça n'est vraiment pas le moment de revenir sur mon passé familial, sur les crimes de mon ancêtre. Hâtons-nous, je dois délivrer ma vision du dimitricianisme au monde entier. Net, Patterson me pétrifie d'une seule réplique, nous n'irons pas vers ces micros, vicaire Bush, car je sais très bien quel est l'usage que vous voulez en faire. Vous voulez utiliser l'incantation qui vous a sauvé plusieurs fois, celle qui inexplicablement entraîne la mort de certaines personnes qui l'entendent. Celle dont certaines personnes réchappent comme par miracle. Répondez plutôt à ma question, nous sommes dans un confessionnal, vous êtes prêtre aussi. C'est exactement le genre d'endroit dans lequel je pourrais moi-même vous faire quelques révélations. Pourquoi croyez-vous que votre ancêtre a envahi l'Irak ? Je reste interloqué, abasourdi. Comment Patterson a-t-il pu deviner mes intentions ? Comment connaît-il mon plan ? C'est bien pour cela que je suis là. C'est pour accéder au microphone du pape pendant son allocution pascale à la ville et au monde, que j'ai pris tous ces risques, que j'ai manigancé et conspiré. Pour en savoir davantage je cède, donc à sa demande et je réponds, ironique, pourquoi le président G.W. Bush a-t-il envahi l'Irak ? Eh bien je crois que c'est une question idiote. Bien évidemment afin d'obtenir l'indépendance énergétique des États-Unis. Le pétrole. L'initiation d'une ère impérialiste que vous connaissez bien. D'un ton moqueur Patterson reprend ses digressions, ça c'est la version commune des faits. Mais les stocks mondiaux d'énergie fossile se sont rapidement épuisés par la suite. Ne me dites pas que la raison officieuse de l'invasion n'a jamais circulé comme une belle légende au moins au sein de votre famille. Connaissez-vous l'origine du terme Babylone ? Ce mot sonne alors bizarre, étrange, un peu comme l'incantation que le trépané de Manhattan m'a délivrée. Étonnement, je me vois alors enfant, libre et insouciant, le temps d'un songe incompréhensible. Ma grand-mère me berce de sa voix douce et suave, elle me raconte de belles histoires de guerre passées pour m'endormir, pour occulter à l'enfant que j'étais la vérité des crimes commis par notre aïeul, et l'infamie qui s'est abattue sur notre clan en réalité. Je secoue alors ma tête comme un chien mouillé. Que de temps perdu. Je m'impatiente. Je m'agite. Cependant l'impassibilité de mon interlocuteur m'irradie de terreur aussi je lui récite sur un ton scolaire, les conneries qu'on m'a enseignées en géopolitique à l'Académie dimitricienne. Babylone est le nom d'une ville antique de Mésopotamie située sur l'Euphrate, 160 km au sud-est de la ville de Bagdad. Soudain le caractère ridicule de la scène m'apparaît évident, putain mais je délire. Et si on en revenait à nos moutons ? Le pape semble pris d'un rire incontrôlable entrecoupé d'explications. Je parle de l'origine du terme mais vous avez raison, Babylone est bel et bien un site archéologique situé en Irak.
Il recelait, à l'époque de votre ancêtre, un objet de convoitise bien plus grand que tout le or noir que le pays n'ait jamais pu compter. Puis Patterson se calme, tout saute, se gargarise et reprend minutieusement. Le nom de la ville de Babylone provient du pré-sumérien Babulu, que les Acadiens ont expliqué étymologiquement par Babili, ce qui signifie la porte de Dieu. Et voilà la raison pour laquelle votre ancêtre a envahi l'Irak, pour s'approprier l'objet redoutable, qui a donné son nom à la ville. Un moyen de communiquer avec l'absolu, d'interférer même sur la volonté divine. La conviction qu'il met dans l'intonation de sa voix décontenance ma raison. Je frissonne comme celui à qui on révèle un secret fondamental. Je reste abasourdi un instant puis je me reprends. Ces sornettes sont ridicules, vous cherchez à gagner du temps. Sortons et dirigeons-nous vers ces foutus micros. Je ne vois vraiment pas ce que vos élucubrations ont à voir avec le dimitricianisme. Ma mission. Ma putain de mission visant à rétablir une once de moralité en ce bel monde. Je dois me concentrer dessus. Ne pas laisser ce vieux fou m'écarter de mon but premier et me manipuler. Le pape Patterson se recroqueville et semble se plonger dans une étrange méditation assez malvenue. Comment peut-il m'ignorer à ce point? Comment peut-il nier de manière aussi irresponsable la menace que je représente? Dans sa prière, il me murmure pourtant, ne soyez pas si impatient mon cher vicaire Bush. Si je l'avais voulu vous seriez déjà mort. Croyez-vous réellement pouvoir venir me menacer dans ma propre paroisse, sur mon propre terrain, en toute impunité? J'ai déconnecté les canaux télépathiques de mes nerfs optiques, sinon y a belle lurette que la sécurité vous aurait trouvé la peau. Soyez plus alerte à mes propos. Leur teneur vous concerne éminemment. Il serre les mains, paume contre paume et me lance un mystérieux regard au travers la grille du confessionnal, comme s'il souhaitait pénétrer mes convictions et mes doutes. Est-ce bien lui qui me parle? Le 6 février 2003, votre ancêtre annonçait la couleur à la terre entière de Guémy sauvé, clamait-il car la porte, le Babili, venait d'être découverte sur le site archéologique de Babylone, un haut lieu de l'histoire de l'humanité pris pour simple camp de base par l'armée d'occupation. Il pensait que tout n'était qu'une question de jours pour en trouver le mode de fonctionnement, et l'utiliser mais votre ancêtre se trompait. La panique me gagne alors, je ne comprends rien à rien. Soyez plus clair et plus concis. Vos vigiles vont finir par se poser des questions. Je vous laisse à vos croyances débiles, je vais de suite m'accaparer de vos micros télépathiques, et faire le ménage en ce bas monde. Vaille que vaille. Le pape d'un mot me retient, attendez. Et je bois ces paroles envoûtées, après avoir activé l'objet. Dieu est resté sourd aux demandes des pentecôtistes, qui avaient ordonné l'expédition. Silence radio le plus total. Très vite plus personne n'a cru au pouvoir de la porte, et elle a fini entreposée dans les sous-sols du Pentagone. Les hommes ayant soutenu le projet, responsables d'une guerre fort coûteuse et inutile, décrédibilisés donc, furent rapidement évincés. Que la vie est imprévisible. Le croirez-vous non? C'est ce qui se trouve derrière cette porte, appelons ça Dieu, si ça vous chante, qui a pris contact avec nous en premier quelques années plus tard, et vous ne devinerez jamais quand ni pourquoi. La mise en place du système dimitricien a eu une conséquence imprévue. En créant une société parfaite, où tout le monde s'y retrouve, où l'avarice, la luxure, l'orgueil, ainsi que tous les autres péchés, qui forcément découlent de l'argent, n'ont plus de raison d'être, plus personne n'a plus été soumis à aucune tentation d'aucun type, toutes les envies se sont concrétisées, toutes les soifs ont été rassasiées, et ça, sans faire entorse aux lois divines. Plus personne n'a donc commis de péché à partir de ce moment. Enfin pratiquement personne. Pour quel motif Dieu aura-t-il pris contact avec nous le premier, puisque jusqu'alors il demeurait sourd à nos appels à l'aide? Presque par automatisme je m'octroie la parole, nos deux visions des choses convergent, je devine cette raison. Et c'est d'ailleurs cette même raison, qui me pousse à agir aujourd'hui. Les lois de Dimitrius ont normalisé le bon et le mauvais, elles ont dilué la responsabilité et la culpabilité de chacun dans le groupe et de fait, calibré, étalonné, la morale et les actes de chacun des vivants. Par voie de conséquence, elles ont provoqué une dévaluation du cours des âmes de nos morts. Toutes les âmes se valent, les unes et les autres sont si pures et si communes. Patterson rit maintenant franchement et sans complexe, un krach boursier au paradis. Voilà notre grand coup d'éclat effectivement. En standardisant les âmes, elles ont perdu tout leur intérêt. Nous tenons Dieu dans le creux de la main. Nous avons complètement cassé son système, même si lui seul en connaît la logique, il a perdu au propre jeu qu'il a instauré. On l'a mis sur la paille et du coup ça l'a mené à vouloir parlementer avec nous. Un jour, Babili, la porte de Dieu, s'est ouverte. On m'a contacté en urgence et je me suis retrouvé à négocier par le biais de signaux lumineux avec un soi-disant tout-puissant. La tractation a été plutôt facile. Dieu, ou quoi qu'il puisse y avoir derrière ce truc, se savait acculé. On avait toutes les cartes en main, pour faire de lui ce qu'on voulait. Il n'a pas cherché à brouiller le dialogue et on l'a embouté. On a mis en place un espace de transaction. Vous rendez-vous compte? On a instauré un putain de stock exchange marqué avec Dieu. Face à ce mur de vocalises inutiles, ma détermination revient, cette fois je pars. Je ne crois plus en vos balivernes. Je vois que la grande quête a commencé dans l'assistance. Tous les fidèles apposent leur front contre ceux des collecteurs. Il y a des centaines de transactions en cours. La cérémonie pascale débute, et tout le monde va s'inquiéter de la longueur de notre entretien.
Du poing, je brise la grille du confessionnal, et je pousse Patterson à l'extérieur tout en m'adressant à lui avec véhémence. Sortons car je ne vous crois plus. Si telle était la situation, si nous étions des maîtres chanteurs, Dieu aurait terrassé les hommes, les éliminant de la surface du globe, comme il l'a fait dans le passé. Et les déluges, et les fléaux? Dieu peut reprendre à tout moment ce qu'il nous a donné. Empêtré dans le rideau de l'isoloir, le pape vacille puis finit par faire quelques pas, vers l'extérieur sans trébucher. Les déluges? Faut croire que ça ne se produit que lorsque l'humanité entière est corrompue et souillée. Mais ce n'est pas le cas. Le monde est plein de bonnes âmes et rien ne pourrait justifier l'annihilation des hommes. C'est mécanique apparemment. Dieu s'est embourbé dans ses propres lois, sa liberté d'action s'en trouve restreinte. Il a sous-estimé l'esprit humain, trop sûr que jamais nous n'arriverions à réaliser une utopie en ce bel monde. Le dimitricianisme l'a affaibli chaque jour. Puis j'ai pris le relais. Le pape et moi sommes maintenant tous deux, face aux foules de fidèles et aux armées de l'Inquisition. Je m'attends au pire, à une avalanche d'insectes. C'est quand je m'en vais attraper Patterson par le cou, que je le serre à la carotide, que je remarque que toute l'assistance est immobile, que tous semblent comme remplacés par des statues de pierre. Le temps ne s'écoule plus. Je comprends alors quelle est l'étendue des pouvoirs de Patterson, et ça a pour effet immédiat de m'irriter au plus haut point. Le Tout-Puissant a bien envoyé un fléau sur terre. Je suis une plaie incarnée. Un ange m'a transmis une prière de Dieu à l'homme. Je vais m'en faire le messager par le biais de vos micros télépathiques. Et seuls les justes survivront. Je tente de me diriger vers les micros mais le pape m'en empêche. Il reste immobile comme je cherche à le traîner de force vers le pupitre, semble comme reposer sur de puissantes racines profondément enfouies sous terre, et toute ma force ne peut rien y faire. Omnipotent, il hausse le ton, Vicaire Bush. J'œuvre dans l'intérêt des miens. Mon âme est lourde de péché, c'est sûr mais jamais je n'aurai en rendre compte. Une des premières choses que j'ai négociées via le Babili, est mon immunité face à la vie et au temps qui passe, mon immortalité en somme. Auriez-vous oublié les principes les plus basiques, qu'on enseigne en stratégie militaire à l'académie? Il faut rééquilibrer les forces avec l'ennemi, lorsque l'occasion diplomatique vient à se présenter. C'est une des règles de base préconisées par l'Inquisition. Seul un éternel peut tenir tête à un éternel. Un monde fou se présente à mes yeux. Tous les fidèles y sont figés comme dans une photo dans laquelle on pourrait se balader. Une photo étrange cependant, un peu comme une lentille réticulaire en réalité. Lorsque mes yeux se posent sur une personne, toute l'image figée autour d'elle semble prendre un aspect légèrement différent. Des personnes disparaissent, d'autres les remplacent, l'église de Saint-Patrick même, semble prendre des tons différents. Et la donne change lorsque mes yeux se posent sur une autre personne. Tout bouge comme par vague lorsque je ne fixe rien. La tête me tourne, j'ai la nausée. Excédé, je tente le tout pour le tout, je prononce l'incantation pour que la torture prenne fin. Certains d'entre nous ne sont plus. Certains d'entre nous n'ont peut-être jamais été. Mais je suis à une vingtaine de mètres des microphones et ça n'a aucun effet. Même pas sur le pape qui lui pourtant y est directement exposé. Les traits du vieil homme se noircissent, il me fixe du plus sombre des regards et maudit ma naïveté. Vicaire Bush, cessez de faire usage du gène récessif de la connerie qui dort au fond de votre ADN. Je viens de vous dire que je suis immortel. Je suis résolument de ceux qui sont, tout comme vous l'êtes, pas de ceux qui ne sont pas, pas de ceux qui ne sont plus, et cette incantation ne me fait ni chaud ni froid. Vous n'êtes pas habilité à me tenir tête. Le scarabée gratte mon ventre, et j'y vois comme un signe me poussant à tenir face à l'adversité. Que voulez-vous dire? Patterson ne doit pas m'impressionner, il use de subterfuge, il veut troubler ma raison par quelques tours de passe-passe. Je peux d'un claquement de doigts arracher votre âme à cette terre, organiser un tête-à-tête entre vous et celui que vous raquettez, en faisant péter ma bombe. À défaut d'éradiquer le mal, j'en supprimerai sa source. Je crois un instant pouvoir faire le poids. Le monde gondole autour du pape, lorsque mon regard se pose sur lui. Tout n'est qu'un magma flou en perpétuel mouvement autour de ces personnes. Vous savez très bien que vous ne pourrez pas me tuer. Il me pointe du doigt et j'ai l'impression d'être au centre d'une boule à facettes, et l'écho de sa voix reprend de plus belle dans ce flot d'images incompréhensibles qui me bombardent. Quelles sont selon vous les transactions qui ont cours dans le petit stock exchange marque que j'ai mis en place avec le Tout-Puissant? J'œuvre pour les miens. Je consolide le dimitricianisme à chacun des trocs que je fais avec Dieu. Et par mien, je n'entends pas les gens d'église mais bien chacun de mes ouailles. Dieu me donne par touche le pouvoir de modifier la réalité selon mon bon vouloir. Et je n'en abuse pas pour faire le mal, bien au contraire. Dès qu'un homme vient à mourir et que sa disparition plonge un vivant dans le désarroi, de suite je fais revenir le mort. Bien sûr ça n'est pas le même, c'est un corps sans âme, un pantin désarticulé qui déambule tel un spectre dans notre société, mais ça suffit pour que ceux qui l'aiment ne sombrent pas dans la déprime. Qu'un homme vienne à perdre son emploi et n'en trouve point d'autre. De suite, je remodèle son microcosme, je crée des lieux, des personnes, des moments virtuels pour que cet homme retrouve un emploi stable. Des conflits d'intérêts, plusieurs personnes qui veulent des choses radicalement opposées. C'est simple, je scinde la réalité en deux alors et chacune des parties se retrouve dans l'univers qu'elle souhaite, victorieuse au milieu des spectres de ses adversaires. Rien n'est impossible à celui qui peut tout faire à celui qui peut tout. Nous vivons au centre d'un kaléidoscope, ne le voyez-vous pas?
Le rapprochement entre les propos de Patterson et le cristal à peine perceptible, qui semble envelopper la foule des fidèles est alors évident. Je suis bel et bien obligé d'adhérer à son discours, mais les interrogations prennent le pas sur la peur. Vous faites de l'homme le centre de l'existant. Je ne vois pas à quoi cela sert. Tous ces efforts, que vous rapportent-ils ? Comme pour parfaire sa démonstration, le pape se tourne vers la foule, et d'un simple geste induit des césures et des fusions dans la structure du prisme qui nous cercle. Je fais de l'homme le centre d'un monde complexe où l'existant côtoie ce qui n'est plus et ce qui n'a jamais été. Je tisse des réseaux de microcosmes entortillés les uns aux autres. Je fais de chacun des hommes le centre de son propre univers infini. Enfin, simplement le temps d'une vie. Outré, blessé dans ma foi, ma réplique est épidermique. Je ne suis que le réflexe de mes croyances. Vous avez asservi Dieu ? C'est ma carotide que je sers. Nous sommes de nouveau dans le confessionnal avec Patterson, et le temps semble avoir repris son cours par-delà les grilles. Le pape est toujours en pleine méditation et détaché, avec le calme que seuls ceux qui se pensent intouchables peuvent avoir. Il m'avoue, je ne sais pas ce qui se trouve derrière le Babili, mais il s'y retrouve dans l'affaire, ne soyez pas leurrés. Il est l'offre, je suis la demande et inversement. Tout ceci est le fruit d'un compromis économique. D'ailleurs vous l'apprendrez tôt ou tard à vos dépens. En contrepartie des actions que j'achète à Dieu pour faire évoluer le réel comme je l'entends, j'offre la monnaie d'échange qu'il souhaite, un type d'âme particulier mais pas n'importe quel type d'âme, un type d'âme hors du commun. Dieu souhaite des âmes souillées, des âmes impures, des âmes sales et par avance vouées à la damnation éternelle. Tout simplement parce qu'elles sont rares et que leur cours est élevé. Je cultive les bonnes âmes, je continue d'en inonder le marché. Chacun de mes petits légumes est choyé dans son microcosme. J'entretiens leur bien-être avec amour. Je leur fournis tout ce qu'il leur faut, pour que jamais ils ne bafouent les lois divines. Enfin presque tous, j'entends. Je suis exclu du cercle de ceux qui peuvent agir. Maudit sois-tu par Saint Gratien. Qui peut bien toute la révolte du monde ? Je suis petit. Je suis minable. Je ne suis rien. Je suis défaite et le pape est coup de grâce, tu l'auras deviné. Pour 1 million d'âmes pures produites, j'en cultive une exprès rebrousse-poil. Je pousse l'être qu'elle habite, à jamais frapper du sceau de l'infamie, à commettre les crimes les plus abjects qui soient, à trahir, à tuer massivement son prochain. Alors que choisis-tu ? Va vers ces micros et annihile mes spectres avec ton incantation, fais sauter la bombe que tu portes et fais un petit massacre dans l'assistance, rends-toi si tu le souhaites, va-t'en vivre ta vie, mourir vieux si tu le veux. Je te laisse faire ton choix et je ne m'y opposerai pas. Ça n'est que l'intention qui compte, et tu en as assez déjà fait dans ta courte existence pour être damné 1000 fois. Que tu le veuilles ou non, tu m'apporteras tout plein d'actions sur le réel lorsque viendra ton heure.